Bien, merci. On a été un peu plus rapide que ce qu'on pensait. J'ai voulu brider tout le monde en me disant que les tables rondes qui durent des heures, ça ennuie tout le monde. Je ne sais pas si on peut vraiment répondre aux questions qu'on se posait, mais en tout cas, nous-mêmes, on a été surpris par les résultats qu'on a vus. On a vu que, en moyenne, chez ces patients, il y avait 2 comorbidités. Que la prise en charge de ces patients, elle passe par un trinôme et non par un binôme, et que la consultation de l'anesthésiste, ce n'est pas une consultation qui évalue le patient, c'est une consultation qui évalue le risque opératoire. Et que faire l'évaluation de la préparation de ce patient et du risque de complications post-opératoires, elle fait appel à une compétence spécifique qui est celle du gériatre. C'est pour ça que, probablement, dès qu'on dépasse 2 comorbidités, sachant que l'âge n'est pas finalement une variable indépendante de risque de complications, mais qu'il y a beaucoup plus de risques avec 2 comorbidités telles que le diabète ou l'ostéoporose, dès qu'on dépasse ces 2 comorbidités, il faut probablement avoir l'avis d'une équipe de gériatrie qui nous permette soit de le préparer en préopératoire, mais surtout d'évaluer et de faire la prise en charge post-opératoire. L'objectif serait probablement pour nous d'obtenir l'évolution vers une UPOG de chirurgie réglée. Aujourd'hui, ces UPOG, pour nous, elles nous rendent de grands services, mais elles gèrent la traumatologie. Et probablement que ces patients auraient un grand intérêt à bénéficier de ces équipes spécialisées. La deuxième surprise, c'est qu'on n'est pas surpris que la chirurgie soit efficace. Ces patients sont sélectionnés, donc on sentait bien qu'il y avait un bénéfice en attente. Ce qui est plus surprenant, c'est le type de chirurgie et le résultat en fonction du type de chirurgie. On voit que la décompression, c'est ce que nous a montré Marc Califé dans sa série, finalement, c'est celle qui a le plus mauvais résultat. L'incitation à la prudence et à la restriction chirurgicale n'est pas une incitation au bon résultat. Il vaut mieux évaluer le patient et renoncer à une chirurgie s'il doit y avoir des complications qui sont essentiellement médicales, mais on aura un mauvais résultat chirurgical. Si le malade est bien sélectionné, une chirurgie bien comprise, bien effectuée, mais surtout bien indiquée, ne doit pas réfréner le geste de fixation. Pour évaluer ce risque, eh bien, il y a maintenant des index qu'on nous a fait peut-être pour certains d'entre vous, en tout cas pour moi, découvrir, les Frailty Index, les scores prédictifs de complications médicales, qu'il faut qu'on apprenne à manier ou au moins qu'on fasse évaluer par une équipe compétente avant de prendre la décision chirurgicale. Mais la décision de fixation ou de ne pas fixer et de limite de la fixation ne doit pas passer par la limitation subjective vis-à-vis du patient, mais plutôt par l'évaluation du risque. En moyenne, ces patients, ils vont faire au moins une complication en post-opératoire, ça peut faire partie de l'information, et 90% de ces complications sont des complications médicales. Il est contre-productif de faire gérer le post-opératoire et les complications de ces patients par des chirurgiens, c'est hors de nos compétences. Il paraîtrait logique de faire comprendre que, et y compris par les anesthésistes, c'est-à-dire que ces malades seront anticipés et gérés en post-opératoire au mieux par une équipe de gériatrie. Les complications chirurgicales ne sont pas beaucoup plus fréquentes que pour les autres tranches d'âge, c'est 10%, beaucoup de complications liées aux infections. On n'a pas évalué vraiment le risque de complications mécaniques parce qu'on n'a pas le suivi à suffisamment long terme, mais le challenge est là. La complication mécanique par fragilité osseuse et le risque lié à la prise pelvienne est présent et il faut qu'on puisse les anticiper. Il y a maintenant des moyens, aussi bien sur le plan des types d'ostéosynthèse que sur les additifs, en particulier la cimentation. Au total, c'est une chirurgie qui n'est pas plus génératrice de complications que la chirurgie d'arthroplastie. On a peu d'hésitation dans les reprises de prothèse totale de hanche ou de genou, qui sont des chirurgies visiblement très productives de complications et du même type de complications chez le sujet âgé pour la même population. Donc, ce n'est pas l'idée de faire une chirurgie du rachis qui doit limiter le geste, mais bien plus la prévision de la complication. Une bonne indication, une bonne réalisation et un bon environnement médical périopératoire est équivalent à un bon résultat. On voit que ce n'est pas passé du tout dans nos pratiques et qu'on n'en a pas l'habitude. Près de 70% d'entre nous au questionnaire répondent qu'ils n'ont soit pas demandé, soit pas d'accessibilité à la compétence gériatrique pour évaluer ces patients. Il y a là sans doute aussi un circuit patient à réimaginer. Donc, merci pour cette table ronde et je vous propose, pour ouvrir la discussion, de discuter ce cas clinique
Une patiente de 83 ans qui a beaucoup d'antécédents, déjà opérée d'hernie hiatale, d'une décompression rachidienne en L4-L5, elle a une pancréatite, elle a des problèmes cardiaques, mais elle est très active, elle s'occupe de son mari à domicile qui est impotent, elle marche avec un déambulateur parce qu'elle a un déséquilibre sagittal majeur avec une évolution camptocormique qui n'est pas stable, elle s'aggrave avec le temps et elle se décompense actuellement parce qu'elle a en plus une sciatique L5 gauche qui est mécanique, c'est-à-dire que dès qu'elle se met debout, elle s'effondre vers l'avant et elle a en plus une sciatique, donc elle est en train de perdre l'autonomie. Sur le plan médicamenteux, elle est polymédicamentée avec du cardégique. Sa demande principale, c'est le déséquilibre sagittal, mais au moins autant que la radiculalgie. Cliniquement, la déformation, elle est partiellement réductible. On a essayé de lui mettre un corset avant qu'elle vienne nous voir. Elle ne l'a pas supporté parce qu'elle décompensait sur le plan respiratoire. Elle ne le supportait pas sur le plan de la douleur. Elle a une ostéoporose traitée et elle a un syndrome restrictif, vous voyez, à 50%. Voilà son EOS. Qui fait quoi? Pas de proposition? Daniel Chopin, il faut désigner quelqu'un, un volontaire. Bon, une des choses à voir quand même, c'est quelle est la correctibilité. Est-ce que tu as un cliché en position allongée de cette dame? Je dis, si on envisage chirurgie, car je suis bien d'accord avec toi que l'évaluation par l'équipe gériatrique en premier, avant de savoir ce qu'on veut faire, d'abord savoir ce qu'on peut faire, et à partir de là, savoir quelle est la mobilité de tout ça, quelle est la correctibilité. Est-ce qu'allonger cette camptocormie se corrige au moins sur la partie thoracique? Voilà. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, si effectivement, moi je serais assez, j'en ai fait, pour une fusée longue correctrice, si l'ensemble du bilan donne le feu vert. Et s'il n'y en a pas, je ne ferai rien du tout. Donc, entre la correction et la fusion longue, qui doivent être excellentes, parce que la moindre insuffisance ou la moindre imperfection se paye cash immédiatement par une évolution adjacente, par des ruptures de tige, par des arrachements, enfin tout ce que tu veux. Mais c'est gérable. Je n'ai jamais utilisé de ciment et j'ai une haine pour avoir repris des patients qui avaient été cimentés, de ces vertèbres cimentées ou de ces bassins cimentés où on a une destruction complète. On a des moyens de fixation, en faisant des fixations étagées, en utilisant des corrections segmentaires. Enfin, j'ai déjà pas mal parlé de tout ça, mais ce sont des choses possibles. Mais là, encore une fois, aucune discussion ne peut se faire sans avoir effectivement la discussion avec l'équipe anesthésique et l'équipe gériatrique pour savoir quelles sont les possibilités, dans quelles limites tolérables on se situe. Donc l'équipe d'anesthésie répond que c'est faisable, mais elle peut mourir. Voilà. La réductibilité, elle est incomplète, mais quand même dans le secteur thoracique, il y a une partie qui se réduit pas mal. Et elle préfère mourir que rester comme ça, parce que ça fait 3 ans que ça dure, elle a des douleurs atroces et elle perd le peu d'autonomie qu'elle avait. Et ce qu'elle me dit, ça fait 4 ans que quand je me promène dans la rue, je ne vois que des pieds. Donc, tes 2 bassins, quelque chose comme ça. Est-ce qu'on peut le faire à main levée? Qui opère cette patiente? Encore une fois, si elle est faite avec, là encore, 2 équipes entraînées, 2 chirurgiens experts qui permettent de gagner du temps sur la durée opératoire, parce que la durée opératoire est aussi très importante. Elle est plus très importante pour beaucoup de choses. Là, elle est capitale. Qui fait une libération isolée parce qu'elle se plaint beaucoup de sa sciatique. Oui. Libération isolée. Ouais.
Une libération, fixation courte. Personne. Oui, quand même. Quelle fixation? Il faut regarder précisément s'il n'y a pas un glissement, c'est-à-dire s'il n'y a pas à l'apex de la scoliose un endroit où il y a un disque qui est en pleine faillite. Donc ce disque-là, c'est peut-être celui qui parle. Donc éventuellement, si c'est... Alors encore une fois, comme dit Daniel Chopin, après une évaluation, si c'est vraiment ça exactement cliniquement, c'est-à-dire qu'il y a une vraie correspondance entre la clinique, l'image, etc., on peut y penser. L'évaluation gériatrique plus qu'anesthésique, c'est sûr. Et au-delà de l'évaluation gériatrique, il faut aussi le traitement gériatrique, c'est-à-dire qu'il faut en particulier maîtriser l'albuminémie, la préalbuminémie, éventuellement restocker les protéines parce qu'il y a une sarcopénie derrière, on l'a évoqué dans la table ronde. Et il faut restituer un stock protidique et contrôler tous les facteurs endocriniens. Donc ça fait beaucoup d'étapes quand même. Qui lui dit stop, restez comme ça? Bon. Alors voilà ce qu'on a fait. Tes 2 bassins en 2 temps. Alors ça se discute, hein, mais j'ai un peu pris l'habitude de faire ça chez les parkinsoniens et quand les malades sont un peu fragiles. Ça peut présenter des inconvénients et des risques aussi. À 7 jours d'intervalle, en faisant T10 bassin, qui est la zone à corriger, qui prend pas mal de temps, avec une TILIF et une fixation pelvienne augmentée. Et dans un deuxième temps, T2, T10, avec des liens sous la mer pour armer les vis. Alors voilà le post-opératoire qui est assez édifiant du parcours que nous ont expliqué les gériatres. Agidis, elle fait une infection urinaire, elle s'infecte. On la reprend pour infection du site opératoire, double antibiothérapie. Elle commence à décompenser un peu sur le plan respiratoire. Elle n'est pas très bien et passe les diététiciens qui disent l'albumine s'effondre, il faut lui mettre une sonde nasogastrique. Et sur la sonde nasogastrique, elle inhale et elle fait une pneumopathie chez une patiente qui avait déjà une insuffisance respiratoire. Donc ça se dégrade pas mal, elle ne sort pas du lit et elle descend en soins intensifs où on me fait venir pour faire une réunion d'éthique en me disant que, vu l'âge, vu les comorbidités, vu tout ce qu'il y avait, il ne l'intuberait pas si ça se passait mal sur le plan respiratoire, donc il la laisserait mourir. J'étais un peu opposant parce que je trouvais qu'elle était très iatrogène quand même entre l'infection sur sonde et la fausse route sur sonde gastrique, mais c'était le parcours. Et heureusement pour elle, ça se passe bien avec la CPAP et la réanimation respiratoire sans intubation. Elle récupère, elle se stabilise sur le plan respiratoire, elle se stabilise sur le plan septique et elle sort en SSR après une durée d'hospitalisation de 50 jours. Et en soins en SSR, ça évolue très bien, elle va très très vite après en post-opératoire, marche avec une canne, renutrition, ablation du PICC line, sevrage de la sonde à demeure et elle est rentrée chez elle à 4 mois et là c'est sa photo à 4 mois de visite post-opératoire. Alors c'est intéressant parce que je trouve qu'elle est très illustrative, ça aurait pu se passer tout à fait dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'elle aurait pu décompenser et pas récupérer sur le plan respiratoire et puis le résultat de la chirurgie c'était le décès en soins intensifs. Mais ça montre que quand ça marche, le résultat est celui qu'on attend en temps normal, puisqu'on est à 4 mois. Ce n'est pas beaucoup plus que la même chirurgie chez un patient qui n'a pas ces comorbidités. Oui. Alors, vous allez dire que je reviens toujours à mon dada, mais tu t'en sors bien parce qu'elle a une incidence faible.
Tu l'as mise en type 1, tu l'aurais mise comme ça avec une incidence à 80 degrés, ça passait pas, elle était en déséquilibre antérieur. C'est-à-dire qu'en fait, il est fondamental d'avoir l'incidence avant, parce que sur une grosse syphose comme ça, tu as pu garder une partie de la syphose sans avoir à la réduire, et tu as pu la compenser avec une courte lordose en dessous, et tu l'as tournée en type 1, et dans ces conditions, elle s'équilibre très bien sur une incidence qui est probablement faible. Mais je pense qu'en préopératoire, la valeur de l'incidence est fondamentale, parce que vous n'aurez pas du tout la même facilité avec une incidence à 80 degrés, une grande rétroversion du bassin, elle serait restée rétroversée, et elle serait aujourd'hui avec un déambulateur devant. Bien sûr. Donc c'est pas du tout la même chose. Et je pense que dans le bilan préopératoire, il faut mettre l'incidence pelvienne. Oui, oui, bien sûr, dans la stratégie chirurgicale. Bien sûr. Est-ce que, pour les différents orateurs, vous auriez des questions, en commençant par Judith, peut-être, de l'avis du gériatre et de la collaboration entre les chirurgiens et les gériatres? Des questions? Qui fait appel à des gériatres? Vous les avez sur place ou vous faites une consultation? Oui, à Angers, nous, on a pas une consultation, ils sont pris en hospitalisation de jour, une journée, et ils sont évalués. Et voilà. C'est surtout pour les très grands montages. Je trouve que le problème se pose pour les grandes chirurgies. Et c'est vrai que c'est intéressant. Quelquefois, ils me disent non, il ne faut vraiment pas le faire. Et en plus, ils les prennent en charge. Et c'est une hospitalisation de jour où, en plus, ils les récupèrent en post-opératoire en nécessaire. Donc ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que c'est un circuit pré-post-op. C'est un circuit pré-post-op. Donc oui, je pense que c'est pour se lancer dans des choses comme ça, c'est intéressant en effet. Vous m'entendez là ou pas? Jérôme? Ouais, ils font de l'hôpital de jour, effectivement, parce que comme je vous ai dit, c'est une évaluation qui est effectivement très longue et très complexe. Alors nous, on l'a fait en consultation, mais je pense qu'on va s'orienter vers de l'hôpital de jour aussi. Mais c'est vrai que c'est ce que tous, on aimerait pouvoir faire, hein, c'est s'occuper aussi de la chirurgie programmée en pré- et post-opératoire. Mais pour ça, il faut des gériatres, il faut des lits, il faut des... Et la tendance n'est pas... Ça va pas dans ce sens, mais... Ensuite, on a une consultation préopératoire. Ensuite, on hospitalise le patient dans une unité d'orthogériatrie. Donc, c'est une unité où les chirurgiens font la visite, mais le patient est pris en charge par le gériatre, mais aussi une équipe infirmière entraînée à dépister les comorbidités. Ils ont tout ce qu'il faut nécessaire à la gériatrie. Et ensuite, ils sont revus par le gériatre en suivi. C'est-à-dire que c'est une double équipe, quoi. Et nous, il est absolument hors de question de poser une indication comme ça sans avoir l'avis du gériatre. Et l'anesthésiste le voit plus s'il n'a pas vu le gériatre. Hein, c'est simple. Alors, moi aussi, j'ai une question. En fait, quand en consultation, on a de plus en plus des patients qui ont des démences assez légères finalement. Et ils nous posent la question, c'est est-ce que la chirurgie peut aggraver leur maladie finalement? Est-ce qu'on peut voir des syndromes confusionnels aigus, mais est-ce que la chirurgie aggrave la démence? Oui, merci beaucoup pour cette question, parce que effectivement, un des intérêts de la consultation de gériatrie, c'est quand vous avez ne serait-ce qu'un petit doute sur des troubles neurocognitifs. Et en général, quand le chirurgien a des petits doutes, c'est qu'il y a déjà des troubles neurocognitifs. Et donc, effectivement, si ça vous fait un petit tilt, il y a peut-être quelque chose. C'est qu'effectivement, il y a du trouble neurocognitif, et c'est le plus puissant facteur de risque de confusion en post-opératoire. Donc, ces patients-là, effectivement, il faut qu'ils soient optimisés en préopératoire. Il faut que le diagnostic soit fait, parce qu'il faut qu'il y ait une prise en charge très particulière, et notamment sur les antalgiques qui vont pouvoir être utilisés, sur les médicaments de l'anesthésie. Donc tout ça, effectivement, c'est très important, et c'est un des éléments auxquels nous, on fait très attention en consultation préopératoire, et on les évalue tous sur le plan cognitif, parce qu'il n'y a pas toujours une perte d'autonomie, en tout cas sur les formes légères. Et après, sur la confusion, théoriquement, c'est censé être réversible, hein. Mais quand il y a des troubles neurocognitifs et qu'il y a un syndrome confusionnel, plus votre syndrome confusionnel va être important, plus votre syndrome confusionnel va durer longtemps, plus il peut y avoir un impact sur les troubles cognitifs. Et il y a beaucoup de patients qui, avant la chirurgie, tout allait très bien. Après la chirurgie, troubles neurocognitifs qui se sont très nettement aggravés, et il n'y a pas de retour en arrière.
Parce que finalement, souvent, on est sur une situation un peu infraclinique. Et puis là-bas, vous mettez la chirurgie, le bas débit péropératoire, la iatrogénie, le fait qu'il soit alité, qu'il soit hospitalisé pendant des semaines. Et donc ça a un impact majeur. Et c'est vrai qu'en anticipant tout ça, on peut réduire la dégradation cognitive qui peut persister après en post-opératoire. Ouais. D'autres questions pour la gériatrie? Oui. Nasser Mansouri à Nancy. Donc, à Nancy, on a une activité de chirurgie de déformation qui est naissante, qui n'est pas très importante. Mais deux choses. D'abord, pour vous, un malade comme vous nous l'avez présenté, moi, il est refoulé à l'entrée du département d'anesthésie. Donc, on va être clair. Et je ne sais pas s'il y a des interactions entre les gériatres, enfin de votre équipe, et les anesthésistes. Si, Parce que on a l'impression qu'on parle du gériatre avec le chirurgien, mais c'est surtout eux qui doivent gérer les choses. Parce que oui, alors nous, on est beaucoup sollicités par les anesthésistes, mais c'est vrai qu'on préfère être sollicité par les chirurgiens parce que la discussion, elle se fait très nettement en amont. L'anesthésiste, il voit le patient 3 semaines avant, et là, il faut qu'on dise, il faut faire de la préhabilitation. Donc c'est vrai que nous, on aime bien quand c'est vous qui nous sollicitez, chirurgiens, mais nous, les anesthésistes, on travaille beaucoup avec eux, ils nous sollicitent parce qu'ils ont bien compris effectivement que dans ces fameuses consultations, on ne fait pas la même chose, on n'évalue pas les mêmes choses. Et ils nous demandent aussi de plus en plus dans les congrès d'aller présenter voilà, qu'est-ce que l'orthogériatrie et qu'est-ce qu'on peut faire en travaillant ensemble. Mais c'est, comme disait le professeur Mousselard, c'est vraiment un trio. Et je crois qu'il faut qu'on travaille les trois ensemble et dans une bonne temporalité pour qu'on ait le temps d'optimiser ces patients en préopératoire. merci. De rien. Oui, bonjour. Ahmed Benzakour, à Orléans, en secteur privé. Et privé, depuis tout à l'heure, on a eu des réponses de nos confrères hospitaliers. Vous-même, vous êtes hospitalière. La moitié d'entre nous travaillent à l'hôpital, en clinique. Comment faire pour nous aider? J'ai essayé de voir à l'hôpital s'ils pouvaient évaluer nos patients, mais ils sont déjà débordés avec ceux de l'hôpital, donc c'est normal. Je vais essayer d'en parler à quelques gériatres dans le privé, mais quand on voit qu'une consultation dure 1 heure, 1 heure et demie, effectivement, peut-être travailler sur les HDJ, ça peut rapporter de l'argent à l'établissement et ça va intéresser tout le monde. Mais voilà, si vous avez des pistes à nous donner, on est friands. Voilà. C'est ce que tu disais, Henri, toi, ils le font en hospitalisation de jour, en clinique. Oui. Louis, toi, tu fais comment? Nous, Ahmed, nous aussi, on a un HDJ, on a des gériatres à la clinique, donc c'est vrai que je peux solliciter un avis médical, soit une consultation, soit éventuellement un HDJ, ou en tout cas une hospitalisation, il y a des moyens. Donc après, c'est sûr, faut s'entourer. Mais c'est de la chirurgie qui est clairement faisable en milieu libéral. Est-ce qu'il y a des questions pour Raphaël? Moi, j'aurais une question pour Raphaël. Tu voulais dire quelque chose, peut-être, Judith? Vas-y. Moi, je voulais juste plaider pour créons des UPOC, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a du boulot, et plus on sera, mieux ce sera. Oui, Raphaël, j'aurais une question, moi, pour toi. Moi, je vais oui, aussi... Pardon. Non, c'était juste l'ostéoporose. Je pense que c'est vrai qu'il faut qu'on prenne l'habitude de prescrire des ostodensitométries. On participe à un effort de santé publique en faisant ça. À la Pitié, il y a une filière fracture ostéoporotique où tout patient qui a une fracture tassement ostéoporotique ou qui a eu une fracture typique d'ostéoporose, fracture du col, fracture du poignet après 50 ans, est adressé à un rhumatologue avec un bilan phosphocalcique et une ostodensitométrie, et ça débouche derrière vers des patients qui sont traités, et ça va dans la prévention des fractures. C'est un intérêt de santé publique et socio-économique. Oui, c'est sûr que les patients maintenant ont presque systématiquement, pour ceux qui ont des fusions longues, une densitométrie dans le bilan. Oui. Pour rebondir sur l'ostéodensitométrie, moi je voulais avoir votre sentiment sur le sujet, parce qu'autant pour juger d'une ostéoporose sur un col du fémur, c'est assez facile, autant pour juger d'une ostéoporose sur le rachis, très souvent on a des faux
négatif parce que on sait très bien que l'arthrose diminue l'aspect porotique du rachis, c'est qu'on a souvent des réponses en disant que le rachis c'est pas si porotique que ça, alors qu'en fait il est beaucoup plus qu'on ne pense. Qu'est-ce que vous pensez de cette remarque? Nous, on prend comme valeur la densitométrie au col du fémur. D'accord. Excusez-moi, par rapport à l'ostéoporose, chez ces malades-là, quand ils sont porotiques, à ma connaissance, il n'y a pas de traitement de l'ostéoporose qui va les améliorer dans les 2-3 mois pour que ça change par rapport à ce que vous allez vivre en péropératoire. Donc faire la densitométrie, d'accord, mais l'incidence pratique sur ce que vous allez faire, ou la nécessité de mettre ou non du ciment, ça c'est en péropératoire que vous allez le juger. Il n'y a pas de chiffre que l'ostéodensitométrie va vous donner qui va vous permettre de prévoir ceci ou cela, ou du moins d'avancer pour... avec un traitement X pour éviter telle ou telle difficulté. C'est pour ça que l'incidence sur le plan pratique, je ne la vois pas. L'affaire, si, je crois qu'elle est majeure. C'est-à-dire que à titre scientifique, oui, mais l'incidence sur le plan pratique sur un malade qui attend sa chirurgie, je ne la vois pas. Ah ben enfin, je sais pas, Judith, si tu veux répondre. Pour moi, je pense qu'elle est majeure. D'abord, il faut traiter ses patients. Et il y a des traitements de l'ostéoporose, ils sont vus par un rhumatologue qui met le traitement en place. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre 2 ans pour l'opérer, mais ça n'empêche que ne pas le faire et ne pas le traiter, c'est s'exposer à une aggravation de l'évolution de l'ostéoporose. Donc, moi, je pense qu'il faut les traiter. Ça peut changer un peu la stratégie thérapeutique. Je ne sais pas si Jérôme est là ou si... Après, il y a le traitement par calcium pour les vitamine D. indications, par exemple, sur les cages, vous avez fait un travail qui montre que ça peut contre-indiquer certaines options thérapeutiques. Oui, mais Amady, il a raison. C'est-à-dire qu'en fait... D'abord, le traitement de l'ostéoporose par les rhumatologues, quand on en discute avec eux dans les couloirs, ils disent tous qu'ils ne sont pas super enthousiastes des résultats. Et dans tous les cas, ça va mettre des années avant d'être efficace. Oui. Et là, il a raison, dans le sens où jamais ça va modifier notre problématique opératoire, ou sauf d'attendre 2 ans en espérant qu'on ait une amélioration, sachant qu'en plus, parfois, certains vont prendre le problème de l'ostéoporose au niveau rachidien, qui est complètement faussé par l'ostéodensité qu'il y a avec des ostéophytes, bref, tout ce qu'on connaît de l'arthrose, et prendre l'analyse sur le col fémoral. Plusieurs rhumatologues m'avaient dit que c'était complètement débile parce qu'on pouvait avoir de l'ostéoporose au rachis, c'est pas sur les cols fémoraux et inversement. Donc vous avez raison dans le sens où c'est un problème de santé publique, l'ostéoporose, et il faut la prendre en charge, et peut-être que ça évitera à ces patients de faire une fracture du col, mais sur le traitement lui-même de notre chirurgie rachidienne, ça n'aura pas d'impact. Je suis pas d'accord. Ça nous permettra d'être précautionneux, de peut-être d'être plus invasif, de faire des 360, etc. etc. Ah ben oui, ça change l'indication, ça change le fait d'avoir sur la table de quoi faire face à une éventuelle... Hugues, ça va la modifier dans le sens où peut-être qu'on va être différent dans notre technique, mais la problématique ne sera pas changée par le traitement de l'ostéoporose. Non, mais le fait d'avoir l'information, c'est ça qui te donne... Oui, on aura l'info, et on a effectivement démontré que ça influençait largement nos résultats. Rien que ça, c'est très important. Le traitement, il ne met pas des années à être efficace quand même. Vous pouvez commencer déjà le calcium, vitamine D, et ça fonctionne tout de suite. Effectivement, après les biphosphonates, ils vont être efficaces plusieurs mois après. Mais ah si, à 80 ans, à 90 ans, on traite les patients par biphosphonate. Et je pense que c'est dommage en France, mais c'est comme ça dans tous les pays. L'ostéoporose, il y a un patient sur 6 qui doit être traité même après une fracture du col du fémur, alors qu'ils devraient être en théorie tous traités. On a une appréhension majeure sur ce type de traitement et les patients également. Et je pense que c'est très important de dépister l'ostéoporose et de traiter l'ostéoporose. Après, il y a l'insuffisance rénale, mais on a des médicaments maintenant pour l'ostéoporose qu'on peut utiliser chez les insuffisants rénaux. Et après, ça, par contre, il y a aussi le problème des soins dentaires. Il y a certains patients, effectivement, très âgés, chez qui les soins dentaires ne peuvent pas être faits, mais il y a un bénéfice clair chez ces patients à être traités pour l'ostéoporose. Et je pense que quand vous faites des montages aussi, souvent, s'il y a de l'ostéoporose, il peut y avoir des fractures en dessous, au-dessus du montage. Donc traiter ces patients, 6 mois après, le traitement commencera à être efficace, et je pense que ça a quand même un bénéfice sur la chirurgie que vous aurez fait avant. Je voulais faire une réflexion. Alors moi, je ne suis pas du tout chirurgien gériatre, je suis chirurgien pédiatre, mais on utilise les biphosphonates dans l'ostéogenèse imparfaite, qui n'est pas une maladie de l'ostéoporose, mais qui est une maladie du collagène. Et ça a bien été montré dans l'ostéogenèse imparfaite. Quand vous utilisez les biphosphonates, vous tuez les ostéoclastes. Et les ostéoclastes, c'est la première partie de la consolidation osseuse. Et quand on fait des chirurgies, des patients qui ont l'ostéogenèse imparfaite,
quand on fait des cures de biphosphonate, si après on a des ostéotomies à faire et tout, on attend au moins 1 an avant de faire la chirurgie, autrement ça ne consolide pas. Et on voit des traits. C'est un modèle expérimental de pseudarthrose. Vous faites 2 cures de biphosphonate, une ostéotomie chez un enfant qui a une ostéogenèse imparfaite, qui normalement a une consolidation osseuse normale. Hein, une ostéogenèse imparfaite, l'os est fragile, mais la consolidation est normale. Et ben, c'est un modèle expérimental de pseudarthrose. Effectivement, je ne suis pas compétente pour savoir quand est-ce qu'il faut mettre en route le traitement, et peut-être qu'il faut attendre après la chirurgie un petit peu. Mais en tout cas, traiter les patients âgés pour l'ostéoporose, ça c'est un enjeu majeur. Hein. Je pense qu'il ne faut pas que ce soit sur l'âge que vous vous disiez qu'il ne faut pas traiter ces patients. Hein. Ah, je ne me permettrai pas de dire ça. Hein. Non, Jérôme, c'est pas ça. Non, c'est pas. Je suis d'accord avec Judith. Le message que vous passez, c'est que ça sert à rien de faire une ostéodensitométrie chez ces patients. Ah oui. Oui. Oui, mais il n'y a pas mieux. Et c'est prouvé qu'il y a une relation directe et statistiquement significative entre résultat de l'ostéodensitométrie et qualité osseuse, même si c'est si c'est pas statistiquement énorme, mais c'est prouvé. Et c'est le seul examen à disposition. Juste pour aller dans le même sens là, de cette discussion, il y a un point clé chez ces patients, il y a l'objectif thérapeutique, ce pourquoi on fait l'opération, et est-ce que c'est de pouvoir s'occuper de son mari comme dans l'exemple ou autre chose, ou juste pour l'équilibre sagittal et le bien-être. Et il y a un point clé, c'est le timing, et justement faire le bilan, montrer à un rhumatologue, voilà, vous prenez 2 mois dans la gueule, le traitement contre l'ostéoporose, et qu'il faut faire, on est bien tous d'accord là-dessus, attendre qu'il soit efficace, on se reporte de 6-8 mois, etc. Non, mais je ne suis pas contre, hein, c'est juste une remarque. La question, c'est le timing, parce que plus on va laisser passer ces gens déformés, et plus on va plus on va avoir de complications en post-opératoire. Et c'est une des difficultés de laisser quelqu'un traîner comme ça, alors qu'elle est très handicapée, très invalidée. Et en plus, il y a l'horloge qui tourne, donc on leur demande des grosses chirurgies, 6-8 mois, voire 1 an pour être bien, pour être très bien, je veux dire, ils sont bien souvent avant. Là, tous les 6 mois qu'on peut économiser, ça compte, parce qu'ils arrivent en bout de course, hein, finalement. Ouais, je suis d'accord. L'intérêt de faire des filières, voilà, quand vous avez la filière on arrivera à se coordonner, plus on aura de bénéfices effectivement pour ces patients, parce que je suis d'accord avec vous, hein, si c'est pour que moi gériatre je le vois dans 6 mois, que je donne des examens à faire, de la préhabilitation et que la chirurgie arrive 1 an et demi après, il n'y a pas d'intérêt. Et voilà, d'où l'intérêt vraiment d'essayer de créer tous des filières ensemble. On approche de la fin. Moi, j'aurais une question pour Raphaël. Est-ce qu'il y a des scores intéressants prédictifs du risque de complications? D'après ce que tu nous as dit, oui, mais alors... Oui, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le concept de Frati, où il y a déjà quand même un certain nombre de littératures et des revues systématiques également. Et ça, il y a des scores à je pense, faire entrer dans nos habitudes, dans les scores fonctionnels, également calculer ces scores de comorbidité prédictifs. Ouais. Et le score FRAX, qui permet quand même, parce que encore une fois, l'ostéoporose est un facteur de risque. On n'attend pas d'un traitement médical miraculeux avant la chirurgie, mais ça change quand même la façon d'informer les patients, et ça change la stratégie au bloc, quand même, sur le ciment, les liens, les crochets, le niveau d'arrêt. Enfin, voilà. C'est juste un petit point technique, c'est pour la stabilité des vis. Je suis comme Daniel, j'aime pas le ciment. Par contre, en utilisant des vis de gros diamètre, on va chercher le cortex du pédicule et on peut obtenir des stabilités très intéressantes. Donc, je suis plus partisan, moi, des vis de gros diamètre. On peut monter jusqu'à 8,5 ou choses comme ça. Ok. On arrive près de la fin. J'aurais juste une petite question. Marc, est-ce qu'à l'issue de ce que tu as regardé comme statistique, il y a des choses à faire et surtout des choses à ne pas faire? Des choses à ne pas faire, je pense qu'on a vu qu'a priori les gestes de laminectomie isolée n'étaient pas pourvoyeuses de bons résultats.
clinique et radiologique. Et moi, c'est ma pratique de tous les jours, je pense que je penserais plus à faire de la chirurgie chez des patients plus âgés que j'avais tendance à renvoyer chez mes collègues rééducateurs initialement, parce que je me suis dit qu'ils sont trop vieux pour avoir une chirurgie un peu trop, que je jugeais un peu trop invasive, mais je pense qu'il faut juste bien leur expliquer qu'il faudra peut-être s'accrocher quelques semaines au début, mais que le résultat en vaudra le coup vraisemblablement sur le long terme, quoi. Fernando Dantas, du Brésil. Vous faites une densitométrie osseuse après le traitement pour savoir si ça peut indiquer la chirurgie, oui ou non, et combien de temps après? Après la mise en route du traitement ostéoporotique, c'est ça? Oui, 3 ans après. Il faut refaire une densitométrie et puis... Et si c'est pas bon? Et si c'est pas bon, on peut poursuivre le traitement. C'est des traitements qui peuvent être poursuivis pendant 10 ans au total, les biphosphonates. Okay. Mais effectivement, c'est à 3 ans qu'on fait une première évaluation et que parfois on peut stopper le traitement. Ok, merci. Merci. Bon, merci à tous. Merci à tous ceux qui ont participé à cette table ronde difficile à mettre en place.